Bienvenue dans Campus Val d'Oise, l'émission de l'Université de Cergy-Pontoise. Du nouveau pour les inscriptions à l'université, Yves Carminati, responsable du service d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle, nous présentera dans quelques instants le dispositif d'orientation active de l'université ainsi que la procédure d'admission post-bac. Mais tout de suite, un reportage sur l'équipe neurocybernétique du laboratoire ETIS, une collaboration UCP-ENCA-CNRS avec des robots dans le reportage de Christophe Rigaud. Ce robot est intelligent. Pas facile à voir du premier abord, mais ses déplacements ne sont pas télécommandés, ni même programmés. Après avoir subi un petit apprentissage, le robot est capable de se mouvoir de manière autonome. Ce petit miracle est l'œuvre du laboratoire de neurocybernétique ETIS, commun à l'université de Cergy-Pontoise, au CNRS et à l'ENCA. Dans un mélange subtil de robotique et de neurobiologie, l'équipe de Philippe Gossier fait progresser la connaissance que l'on a de notre cerveau. Le but, c'est vraiment effectivement de pouvoir se dire comment éviter l'étape d'une programmation directe et comment avoir un système qui puisse apprendre de lui-même en interagissant avec des humains à résoudre des tâches qui seraient de plus en plus complexes. Et pour rendre ces robots intelligents, Philippe Gossier est allé chercher du côté de l'animal, et c'est le rat qui a inspiré le fonctionnement de ces robots. Les neurones artificiels qu'il utilise possèdent les mêmes propriétés que ceux de l'animal. Et ensuite, tout est une question d'apprentissage. Le but de cette expérience, c'est d'apprendre au robot à, de manière autonome, satisfaire un certain nombre de ses besoins en récoltant des ressources dans l'environnement. Et donc c'est des ressources qui sont simulées sur le sol avec deux couleurs qui peuvent simuler, par exemple, ici ça serait de la nourriture, ici ça serait de l'eau. Le robot a besoin des deux et donc il doit apprendre à naviguer pour pouvoir récupérer ses ressources quand il en a besoin. Pour naviguer, il se sert de la vision et il va apprendre à reconnaître des détails un petit peu tout autour de lui. Donc par exemple, il va reconnaître le contraste que fait ce pied de table par rapport au mur et il va arriver à localiser ce détail-là en se déplaçant et ça lui permet de savoir donc un peu où il se situe dans son environnement. Les applications sont variées pour ces robots, notamment dans le domaine militaire, où des drones terrestres doivent pouvoir se déplacer en territoire ennemi sans assistance. Un des objectifs, c'est de se dire bien comment est-ce qu'un fantassin, sur le terrain, n'ayant évidemment aucune envie de se mettre à programmer un robot en sortant un petit ordinateur, serait capable d'interagir juste avec son robot, comme il pourrait le faire avec un chien, pour lui montrer, voilà, je voudrais que tu apprennes à faire telle ronde à tel endroit, que tu ailles retrouver ou reprendre tel matériel laissé dans telle zone, sans qu'on ait besoin justement de faire une programmation explicite. Il ne manque plus qu'à partager nos émotions avec les robots. Le laboratoire ETIS y travaille grâce à ce petit robot facial qui est capable de mimer la joie, la tristesse ou la colère. Après un bref moment d'apprentissage, le robot peut reproduire toutes ces émotions. D'ailleurs, le laboratoire ETIS participe au projet européen Felix Growing afin de développer des émo-robots, des robots émotionnels capables d'entrer en interaction avec l'homme. À l'avenir, ces robots pourront rendre des services d'aide à la personne ou de surveillance, mais il reste encore un peu de travail aux équipes de recherche pour y parvenir. Retour sur le plateau de Campus Val d'Oise avec du nouveau pour les inscriptions à l'université. Yves Carminati est avec nous, il est le responsable du service d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Et vous allez nous parler du nouveau dispositif d'orientation active de l'université ainsi que la procédure d'admission post-bac. Merci d'être avec nous. Alors, moi, je me souviens de Ravel à l'époque, beaucoup s'en rappellent aussi. Donc là, ce nouveau dispositif post-bac, il est beaucoup plus simple pour s'inscrire. Oui, tout à fait. D'abord, Ravel, effectivement, c'est du passé. Maintenant, c'est Admission Post-Bac, qui est donc un portail unique à l'échelle nationale pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Donc, toutes les formations du supérieur, ou presque, y figureront. C'est donc, a priori, une procédure beaucoup plus simple pour le lycéen. Donc, on va sur Internet, on a une adresse. L'adresse, précisément, c'est www.admission-postbac.fr. Voilà, et lorsqu'on arrive sur ce site internet, on vient déposer finalement des vœux d'orientation. Exactement. Alors déjà, avant de saisir des vœux, on peut s'informer, puisque le site APB, Admission Postbac, est aussi fait pour cela. Et à partir du 20 janvier et jusqu'au 20 mars, effectivement, les lycéens pourront saisir des vœux, jusqu'à 36,
des vœux d'orientation pour l'enseignement supérieur. Alors, vous avez dit, là, une date prédéterminée. Hein. Ah, exactement, oui. Le calendrier est effectivement extrêmement contraint et rigoureux. Il ne fait pas place à l'étourderie. Effectivement, entre le 20 janvier et le 20 mars, c'est la période de saisie des vœux, ce qui veut dire qu'au-delà du 20 mars, le lycéen n'aura plus la possibilité d'ajouter ou d'enlever des vœux à sa liste. D'accord, donc là, il faut vraiment faire très attention. Il faut le noter, hein, parce que là, après, bon, il y a, j'imagine, encore des solutions. Mais après, on ne peut plus aller vraiment où on a envie, quoi. C'est ça Exactement. la difficulté. Vous pouvez repêcher un lycéen qui aura mal goupillé son orientation, il sera pris trop tard. Mais il ne pourra plus aller où il veut, clairement. Exactement. C'est ça. Il y aura une phase complémentaire, mais on va dire qu'il passera un petit peu après tous les autres. Donc, après tous ceux qui auront suivi la procédure normalement. Donc, 20 janvier, 20 mars, super important à retenir. Exactement. Alors donc, on fait des vœux. Donc, le principe, c'est quand même de hiérarchiser ses vœux. C'est numéro 1, là où je veux absolument aller. Numéro 2. C'est exactement ça. Effectivement, il faudra saisir des vœux dans un premier temps, puis les classer. Alors donc, à ce sujet, au-delà du 20 mars, l'élève garde la possibilité de modifier le classement de ses vœux. Il pourra le faire jusqu'au 6 juin. Le classement est effectivement, vous l'avez dit, déterminant, puisque si l'élève a les possibilités d'être inscrit dans plusieurs établissements, on ne lui fera qu'une seule proposition d'admission, et bien évidemment, c'est celle qui correspondra à son vœu de rang le plus élevé. Donc, le classement, la hiérarchie faite par l'élève est effectivement déterminant. Bon, ça c'est très intéressant. Après, il y a un dispositif qu'a mis en place l'université qui aide le lycéen dans son orientation future. Ça s'appelle l'orientation active. Tout à fait. Ça, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est lycéen, on ne sait pas trop exactement où on veut s'orienter. On a quelques idées. Et donc, vous avez mis en place un dispositif où le lycéen peut venir déjà déposer ses vœux. Et ensuite, on vient lui dire si oui ou non, par rapport à ses résultats, il peut y prétendre ou pas. C'est exactement cela. Donc ce dispositif, qui s'appelle l'orientation active, est un dispositif qui est mis en parallèle de l'admission post-bac. Admission post-bac, c'est obligatoire. C'est le seul dispositif, le seul moyen de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Orientation active est un dispositif facultatif d'aide, effectivement, à l'orientation pour le lycéen. Donc très concrètement, ça fonctionne comment? Là aussi, c'est un site internet? Là aussi, c'est